Ladies and gentlemen, welcome to the TWV Official Podcast. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le podcast officiel de TWV en direct de son siège où nous sommes en très bonne compagnie aujourd'hui. Nous avons avec nous bien sûr le président du groupe, Walter Charpentier. Walter, bienvenue. Merci. Et également autour de la table, Antoine Perel, athlète de triathlon qui se prépare pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Antoine, c'est un vrai plaisir de t'accueillir. Merci à vous tous, bonjour. Nous recevrons également plus tard dans l'émission Olivier Tran, coach expert en leadership, management et vie en entreprise pour discuter du sujet du jour qui adressera une approche innovante et peu commune d'aborder les sujets de recrutement, de développement et d'accompagnement des collaborateurs en entreprise. Allez, c'est parti. Are you ready? Let the podcast begin now. C'est parti, avant de commencer notre interview, je vous rappelle que nous aurons également plus tard Margot qui nous fera un point sur les news, le retour d'actualité de l'industrie du transport, de la logistique et des parkings poids lourds sécurisés. Et nous finirons également l'émission avec notre quiz TWV qui donnera sa chance à l'un ou l'une des auditeurs de jouer avec nous et de gagner de beaux cadeaux. Le cadre de l'émission est posé, sans plus tarder, je vous propose de commencer notre interview. TWV on the phone with Antoine, encore merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Walter, je sais que les valeurs du sport de haut niveau, c'est quelque chose de très important pour toi, que ce soit dans ton quotidien ou dans la façon dont tu abordes ton business. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu déjà de votre rencontre avec Antoine et de ta volonté de soutenir son projet sportif ? Eh bien écoute, on s'est rencontrés récemment avec Antoine suite à un contact commun qui m'a, il y a quelques années, préparé à des disciplines comme le marathon. Il m'a parlé du projet d'Antoine. Je ne connaissais pas Antoine, en toute honnêteté, il y a encore quelques semaines. Et puis, du coup, on s'est rencontrés. On a parlé un petit peu de son sport. Il en parlera avec beaucoup de passion et précision, on va dire. J'ai trouvé le projet super. C'est un athlète qui est top. On va le découvrir durant le podcast. Mais comme tu le dis à juste titre, on est des fous du sport, on va dire ça comme ça. Il répond complètement aux valeurs de ce que je fais chaque jour quand je me lève. C'est-à-dire je bosse et j'adore les sportifs, comme tu sais, et surtout les sportifs de haut niveau. Et Antoine est un sportif de haut niveau. Ça peut se sentir dès que tu es arrivé, tu véhicules le positif, la bonne attitude. Tu me parlais juste avant qu'on s'assoie que tu sors tout juste de l'entraînement aussi, donc une rigueur. Merci encore de prendre du temps pour être là. Est-ce que tu peux, avant qu'on commence avec différentes questions, nous faire un petit point sur comment est-ce que toi, tu as commencé le sport, comment ça t'a été introduit ? Écoutez, moi j'ai toujours fait du sport. J'ai commencé par le football. Hein. Je voulais suivre un peu la carrière de mon père qui a été footballeur en Détroit à Hasbrook. Donc il a côtoyé un très très bon niveau au niveau du football. Et j'ai joué au foot et jusqu'à l'âge de 9 ans où on m'a dit que j'étais atteinte d'une dystrophie congénitale des cônes. C'est une maladie visuelle, donc c'est une tache au centre de l'œil. Donc j'ai une vision périphérique. Et j'ai toujours voulu continuer le football parce que j'adore ça. Et en fait, au fur et à mesure des années, ça devenait un peu plus compliqué. Donc, je confondais les copains du foot, la couleur des maillots. Je voyais un oiseau passer en pensant que c'était le ballon, des choses comme ça. Maintenant, j'en rigole beaucoup. À l'époque, j'étais un peu plus réticent par rapport à ça. Mais bon, maintenant, avec le recul, c'est tout, c'est les anecdotes de la vie. Donc, mon père était coureur à ce moment-là. Donc, je suis parti dans l'athlétisme où j'ai persévéré, j'ai travaillé. J'avais intégré l'école régionale pour déficients visuels à Lille. Suite à une rencontre à Vittel, j'ai fait un critérium, j'ai fait du saut longueur et je voulais battre aussi le record du 1000 du critérium, ce que j'ai fait grâce à mon papa. C'était mon papa, mon entraîneur et mon premier guide, d'ailleurs sur les crosses de l'école. Et j'ai été repéré par un entraîneur fédéral qui m'a sollicité, qui m'a dit écoute, ce serait bien que tu viennes au championnat de France 2 semaines après. Donc, chose que j'ai fait. Et puis, j'ai remporté le 1000 mètres et le saut longueur dans la catégorie jeune. Puis, tout a commencé à basculer là. J'ai travaillé énormément parce que j'avais des objectifs. On m'avait parlé des championnats du monde au Colorado Springs en 2005.
Donc je me suis entraîné énormément pour les championnats du monde jeunes. Et puis j'arrive là-bas et je décroche mon premier titre de champion du monde et recordman du monde du saut en longueur. À l'époque, c'était 6,51 m. Je vous invite à mesurer 6,51 m au sol. Vous verrez la distance que j'ai effectuée en saut en longueur. Puis ça s'est enchaîné. J'ai fait mes premières sélections chez les seniors, chez les grands, on va dire. Et puis en 2006, 2007, 2008, j'ai participé aux Jeux de Pékin, donc au saut en longueur et aux épreuves combinées. Je fais une 8e place au saut en longueur, une 8e place aux épreuves combinées. Donc les épreuves combinées, c'était le pentathlon chez déficients visuels. Donc c'est 100 mètres, saut en longueur, disque, javelot et 1500 mètres. Bien sûr, c'est des épreuves où on est guidé, notamment sur la course. J'ai fait une 8e place et j'ai fait une médaille de bronze au relais 4x100. Et après, j'ai continué ma carrière jusqu'en 2016. Et en 2016, suite à ma non-sélection au jeu de Rio, j'ai voulu changer de sport. J'avais fait le tour de l'athlétisme et vraiment toucher un autre sport. On m'a parlé du triathlon. Donc je me suis dit pourquoi pas, et j'avais vu qu'au jeu il y avait le paratriathlon, donc c'est du triathlon pour les personnes en situation de handicap, et ma catégorie elle était reconnue, donc la catégorie des PTVI, c'est la catégorie des déficients visuels. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas un challenge, mais surtout le côté aventure, pas le côté performant. Et donc j'avais rencontré un copain qui m'a dit tiens, je veux bien te guider. On a fait quelques triathlons et puis au fait, fil en aiguille, le sport de haut niveau m'a rattrapé, puisque je suis quelqu'un qui s'investit énormément. Donc, quand je fais quelque chose, c'est à bloc, et je l'ai fait à bloc. Et au fait, en 2019, je fais ma première sélection en équipe de France de paratriathlon, où je fais une 4e place au championnat du monde à Lausanne. Et j'enchaîne par les championnats d'Europe, où je fais une médaille de bronze au championnat d'Europe. Et puis, après, il y a eu la sélection aux Jeux de Tokyo en 2021. Je fais une 6e place. Et dernièrement, après les Jeux de Tokyo, j'ai fait un an j'ai continué le sport, mais tout en prenant bien conscience qu'il y avait la famille qui était très importante, qui était là aussi pour moi. Donc j'ai consacré un peu plus de temps pour ma famille tout en continuant à m'entraîner. Et ça m'a porté chance au fait dans la continuité. J'ai fait une médaille de bronze au championnat du monde en 2022, une médaille de bronze au championnat du monde en 2023. Et en 2023, je décroche mon premier titre européen en triathlon. Maintenant, l'objectif, c'est aller chercher une médaille aux Jeux de Paris. J'ai envie de commencer peut-être des questions sur justement cet événement que tu as vécu à 9 ans. Parce que je pense que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, à un moment où tu l'as vécu, quelque chose de pas marrant, quelque chose de très dur, quelque chose de bouleversant. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression, moi, quand j'entends ton parcours, ça m'inspire. Et c'est même à la limite cet événement-là qui t'est arrivé, qui a forgé la personne que tu es aujourd'hui. Et comme tu l'as dit, maintenant tu as un regard différent dessus. Comment est-ce que, et parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui traversent soit la même chose ou soit des challenges qui sont bouleversants, est-ce que tu peux nous parler de ce jeune garçon de 9 ans qui découvre ça, qui est impacté complètement? Comment tu as réussi, ou quel était ton état d'esprit, et comment est-ce que tu as abordé en fait ce changement de vie qui t'était imposé, et comment est-ce que tu as su te construire après ça en fait? C'est beaucoup d'émotions de revivre ça, je vous avoue. En fait, ça a été tout simple. À l'école, je ne suivais pas du tout au tableau. La maîtresse a contacté mes parents, a dit Antoine, il ne suit pas au tableau, enfin il réagit pas comme les autres élèves, il faudrait peut-être consulter, on pense à un ophtalmo, quoi. Donc chose qu'on a fait. Et quand on a été voir l'ophtalmo, il y a, en fait, cet ophtalmo qu'on a eu a clairement dit à mes parents que... Excusez-moi. Non, au contraire, prends le temps. Et si tu veux, on peut faire une pause, ou même ne pas en... Si, c'est... Donc, excusez-moi. Non, au contraire. Donc, tout simplement dit, vos enfants vont être aveugles. Donc, avec le recul, moi, à 9 ans, je ne savais pas trop ce que ça signifie. Donc, mes parents, ils ont beaucoup pleuré, forcément. Et puis, ils m'ont beaucoup soutenu. Et, puisque moi, dans la famille, on est 4. Donc, il y a... moi et ma sœur qui étaient à ce moment-là dans le viseur. Donc, clairement, vos enfants vont devenir aveugles.
Donc on a été voir d'autres spécialistes à Lille, tout ça. Et puis bon, en fait, au final, ils nous ont fait passer pas mal d'examens. C'était pas forcément marrant de passer les examens, puisque à l'époque, c'était pas la technologie de maintenant. Et puis au fait, mon père, ma mère, on a été vachement soutenus. On s'est vraiment soudés dans la famille. Donc moi, j'ai continué le sport. Mon père, il a dit c'est pas grave, hein, t'as un handicap, c'est tout, tu vas continuer le foot. Il y a aucun souci. J'en ai parlé à mes copains de l'époque. Et puis, mon entraîneur était au courant. C'est pas pour ça que j'étais moins bon que les autres. Au contraire, je pense qu'inconsciemment, je me suis dit, ok, j'ai un handicap, mais je vais montrer que je sais faire. Et en fait, je faisais partie des meilleurs jeunes de l'époque à Hasbrook. J'ai quand même fait une finale de Coupe Combardella. En fait, c'est la finale des championnats de France pour les jeunes en foot. Donc, après, le handicap, il a commencé vraiment à s'imposer. Ça commence à être compliqué de suivre les copains sur le terrain et le ballon, tout simplement. Donc, je me suis orienté vers un autre sport et puis je me suis épanoui dans l'athlétisme et puis dans le triathlon par la suite. À travers ces échanges, toi, tu revis des choses que tu as su conquérir et qui, aujourd'hui, n'ont pas été le résultat de ce que tu es. Ce que tu es aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est même peut-être optimisé comparé à si tu n'avais peut-être pas eu cet événement-là et qu'aujourd'hui, tu es un vrai symbole de réussite, de persévérance, d'exemple. Je pense que toutes les personnes qui doivent te côtoyer dans ton quotidien peuvent en témoigner. Même si c'est difficile peut-être d'en parler, viens avec ce que toi, tu as réussi à faire, un chemin d'inspiration pour ceux qui vivent la même chose. Quand est-ce que tu, du coup, passes de faire du sport pour le fun vers « Ok, je vais en faire ma vie ». En fait, je voulais être footballeur professionnel. Après, de là, est-ce que j'aurais réussi ma carrière ? Je ne sais pas. J'ai toujours voulu montrer que, ok, j'ai un handicap, mais je vais vous montrer ce que je suis capable de faire et ce que je vais faire. Et au fait, le sport, c'est le sport qui m'a amené à être voilà ce que je suis maintenant. C'est montrer que j'ai été champion du monde, j'ai été champion d'Europe, j'ai fait une médaille aux Jeux. Donc, j'ai fait tout ça et maintenant, ces gens-là, avec le recul, moi, je connais Antoine Perel. On n'était pas forcément copains à l'époque, mais tu me connais maintenant. Donc, voilà, je me suis fait une carapace. Je ne suis pas du genre rancunier, donc il n'y a aucun souci avec les personnes qui ne m'ont pas forcément accompagné, on va dire. Et avec le recul, c'est tout. On en parle, on en rigole maintenant. Voilà, ce que j'ai vécu, ok, c'est dur, mais bon, j'ai réussi à retransmettre tout ce mal-être en quelque chose de positif. Est-ce que tu penses que ça a, entre guillemets, jeté de l'essence sur le feu pour que tu puisses après avoir cette motivation ? Parce que l'entraînement, la persévérance, le développement de compétences, c'est souvent motivé par justement des raisons. Est-ce que tu penses que ces challenges, tout ce que tu as vécu, permet d'être aujourd'hui au niveau où tu es ? Ah, complètement. Tous ces gens, entre guillemets, qui m'ont mis des ondes positives, ça m'a forgé davantage et ça m'a, c'est pas que pour eux, hein. C'est vraiment maintenant je fais ça, j'ai tourné la page avec tout ça, mais c'est aussi vraiment maintenant j'ai 2 enfants, Audrien, Antonin, j'ai ma femme aussi et je fais vraiment le sport parce que j'adore ça et vraiment je veux montrer à mes enfants que ok papa, il y a un petit souci, mais bon après tout je suis en bonne santé, mais je fais du sport du haut niveau, quoi. On est à moins de 3 mois des Jeux. Comment est-ce que tu te prépares ? Quelles sont tes journées ? Comment est-ce que tu t'abordes cette dernière ligne droite pour être prêt et aller vers la médaille ? J'ai pas changé grand-chose avec mon entraîneur. Donc j'ai mon entraîneur Olivier Lioun, j'ai mon préparateur mental Stéphane Limousin et j'ai mon guide Johan Lebert, mon guide qui sera sur la ligne de départ pour m'accompagner jusque la plus belle des médailles. Donc, au fait, une semaine simple, on n'a pas forcément trop changé ces dernières années. C'est pas parce que c'est les Jeux qu'il faut tout changer. Au contraire, il faut faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est de s'entraîner, de continuer de la préparation, tout simplement. En fait, une semaine simple, c'est lundi, je fais les 3 sports, donc natation, vélo, course à pied. Le mardi, je vais optimiser plus 2 sports, donc une grosse séance de course à pied et une séance de natation en souplesse. Le mercredi, c'est séance vélo le matin et natation l'après-midi. Le jeudi, comme ce matin, c'est grosse séance de vélo. Ce matin, j'ai bien donné. Et j'ai une grosse séance aussi en course à pied cet après-midi. Et je vais finir par une petite natation en souplesse. Le vendredi, je vais nager. Le samedi, je vais généralement faire ma grosse sortie longue à vélo et nager. Et le dimanche, c'est natation, ma sortie longue à pied et une petite séance vélo en guise de récupération.
Donc ça correspond à peu près à 20-25 heures d'entraînement par semaine. Donc, et en stage, c'est quantifié, c'est à peu près 35 heures. Est-ce que parmi ces 3 différentes disciplines que mélange le triathlon, tu en as une que tu préfères? Est-ce que tu les ranges un peu dans l'ordre croissant de ce qui te plaît le plus, ou est-ce que tu aimes autant les 3? Je vais rejoindre un peu Walter, je ne suis pas nageur de base. Je sais qu'il n'est pas... Je peux en témoigner. Je pense qu'il sait que je nage bien. Mais est-ce qu'il t'a raconté le fait qu'il a traversé le lac dont je te parlais à la nage? Oui, il m'a raconté l'anecdote. Et oui. c'est pour ça, moi, ça me rappelle des souvenirs. En 2017, je ne savais pas forcément nager. Je n'étais pas un grand nageur, mais en fait, à force de travail, après, il faut être buté. Hein. Je suis quelqu'un de buté. Quand je veux faire quelque chose, je le fais à fond. Donc, j'allais nager 1, 2, 3 fois par semaine. Enfin, et puis maintenant, je nage pratiquement tous les jours parce que j'ai un retard. Donc, effectivement, la natation, c'est là où j'ai des lacunes, mais je suis en train de le gommer. Au final, je prends énormément de plaisir maintenant à aller nager. Mon point fort, c'est un peu la course à pied, mais j'aime les 3 sports, me convient énormément, puisque le vélo, c'est un truc de bourrin. Tu appuies sur les pédales, t'envoies tout ce que tu as, puisque faut rappeler que les distances, c'est 750 mètres en eau libre, donc on n'est pas en piscine. C'est 20 km en tandem. Donc moi, je suis derrière, mon pilote, Johan, est devant. Et c'est 5 km de course à pied. En tout, ça dure entre 1h55 minutes et 1 heure d'effort. 750 mètres, c'est à peu près 11 minutes de nage. On roule à 45-50 km/h sur le tandem et on court aux alentours de 16 minutes le 5000. C'est transiter d'un effort qui est complètement différent et d'un environnement qui a un impact sur ton corps complètement différent. Et en fait, tu dois t'adapter d'épreuve en épreuve, quoi. En fait, la natation et le vélo, c'est deux sports où on est porté. Et quand on arrive, ça m'arrive souvent, avec, notamment sur les derniers championnats du monde avec Johan, à 2 km de l'arrivée, mais je me dis dans la tête, mais comment je vais courir? Je suis à bloc, je suis rincé, je suis rincé. Johan, vas-y, donne tout. On est en pole position, ça va aller. Ça. Et après, il me dit de descendre du vélo. Et c'est à ce moment-là que, sur les 3 premières foulées, tu as les jambes qui partent dans tous les sens. On fait des travaux d'enchaînement, tout ça. Une fois qu'on enfile les baskets, on est parti, on a changé de sport, on est devenu coureur. Et là, tu as parlé plusieurs fois de Johan, qui est ton partenaire et ton guide. J'imagine que vous avez développé une relation presque fusionnelle, en fait, pour vivre des choses comme ça et aller chercher la performance et d'être autant proche. En fait, Johan, c'est Johan Lebert. Donc, c'est mon guide depuis 2022. Il faut savoir qu'il a une carrière professionnelle. Il a été vice-champion du monde en duathlon, champion d'Europe en duathlon, donc il y a une belle carrière et en fait on lui a proposé de devenir guide. Le feeling est assez bien passé, donc on a continué, on a tout de suite fait les championnats d'Europe, on fait une 4e place ensemble, on se connaissait pas forcément, c'est un sport de synchronisation, il faut nager sur le même coup de bras, il faut courir sur la même foulée, sur 5 bornes à 18-19 km/h, c'est pas évident. C'est un sport d'adaptation aussi, énormément d'expérience aussi. On a fait un stage d'1 semaine ensemble, on a dormi dans la même piole, tout ça, on va pas dire ce qui se passe dans les fioles. Fin du mois, je retourne 1 semaine chez lui à Toulon. Il y a sa maison avec sa femme, donc il m'invite gracieusement chez lui. Enfin, on est devenus fraternels au fait. On s'échange tous les jours un message, on s'appelle au moins 1 fois par semaine. Enfin, c'est vraiment devenu fusionnel. Nos femmes, ça va, sont pas trop jalouses de ce côté-là. C'est important. Je pense il est guide dans la vie de sportif, mais il faut être guide aussi humainement parlant. Donc, quand on est en stage, tout ça, il m'accompagne au self. Il prend son rôle très à cœur d'être guide H24, au fait, et ce qui n'est pas évident. Mais lui, Johan, il a très bien compris que j'avais besoin de lui, que ça soit dans le côté sportif et dans le côté vie de tous les jours. D'accomplir quelque chose personnellement, tu peux le célébrer, tu es fier de toi-même, mais quand on arrive à développer ce niveau de synergie avec quelqu'un et qu'on performe ensemble et que la performance de l'un doit forcément impacter la performance de l'autre. Moi, je sais, quand je viens du basket, c'est ça que j'adorais, c'est qu'il faut qu'on soit 5 en même temps à faire l'effort et que s'il y en a 2 qui ne sont pas sur le truc, le résultat n'est pas là. Donc, c'est de porter ça ensemble et en tout cas, je vous souhaite le mieux pour votre approche, votre continuité. Pour être prêt pour les Jeux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'environnement, du soutien? Est-ce que tu as aujourd'hui des moyens mis en place qui te permettent de te consacrer à ton sport complètement? Ou est-ce qu'il faut que tu fasses aussi d'autres choses à côté? Est-ce que tu as des moyens, un encadrement mis en place qui te permet d'être un peu sportif de haut niveau à plein temps? De 2005 à 2018, j'avais aucune retombée, j'avais des boulots, je travaillais, mais j'étais aucun détachement.
aucun revenu financier en tant que sportif de haut niveau. Donc, c'est une grosse galère jusque 2018. Et au fait, j'ai été embauché par France Travail. Donc, ils m'ont aidé, ils m'ont détaché à 50%. Au fur et à mesure, ils ont vu que effectivement, j'étais bien performant, tout ça. Au final, ils m'ont détaché à 100%. Ils m'ont dit, écoute Antoine, prépare-toi pour les Jeux, prépare-toi pour tes échéances internationales, va te qualifier. Nous, on gère tout ce qui est... Il n'y a pas de souci avec ton salaire, t'inquiète pas. T'es sportif de haut niveau, travaille, fais ton truc à bloc et nous, on t'accompagne, il n'y a aucun souci. Et après, j'ai eu quelques partenaires, la Caisse d'épargne, qui m'ont soutenu pour les Jeux de Tokyo, qui me soutiennent jusqu'aux Jeux de Paris. J'ai Grelux aussi, qui est une entreprise du côté de Dunkerque, qui me soutiennent aussi. Bon, c'est tous des petits accompagnements qui font énormément de bien. Je me dis, je suis en situation de handicap, on me fait pas confiance et maintenant on me fait confiance. Donc je suis vachement redevable de faire des interventions pour les gens qui me soutiennent, tout simplement. Walter, je sais que ça c'est un sujet que tu connais très bien, le soutien des sportifs. Est-ce que tu peux développer un peu là-dedans aussi Il y en a beaucoup à dire en fait. Antoine a assez bien résumé que si on fait le parallèle du sportif de haut niveau et de l'entreprise, c'est similaire. Au début, pas beaucoup de gens sont amenés à croire au projet. Et puis quand ça commence à fonctionner pour vous, vous avez tous les amis du monde que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam qui essaient de faire des photos avec vous, comme m'expliquait Antoine. Donc moi j'ai bien discuté avec son papa la semaine dernière. C'est vrai que le sport nécessite de l'argent, ça on doit l'entendre, parce que les athlètes ne deviennent pas athlètes en sortant de chez eux et en mettant un maillot. Ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de manger, parce qu'ils sont comme nous tous, ils ont des familles, ils ont des charges et ils représentent la France, ça il ne faut pas l'oublier. Pour préparer ces gens-là, ça coûte de l'argent. Donc aujourd'hui, les entreprises sont frileuses d'aider, pas toutes, je ne fais pas une généralité, mais je trouve que par rapport à certains pays où on est amené à soutenir vraiment nos athlètes, et on comprend tout l'intérêt d'avoir l'élite qui représente la nation, on a un petit retard quand même, pour pas dire un grand. Moi, je suis à mon humble niveau avec l'entreprise que je dirige aujourd'hui. J'ai impliqué mon staff et mon staff sait pertinemment que d'abord l'humain est au centre de l'entreprise, ça c'est un fait. Et le sport en fait également partie, parce que pour moi, c'est les valeurs du sport, c'est quelque chose de très important. On vient d'entendre beaucoup de choses. En fait, les athlètes qu'on voit derrière nos écrans confortablement installés dans nos divans, ils bossent pendant une année pour une épreuve. Ils sacrifient leur vie pour 1 jour, 2 jours. Quand vous courez un marathon, par exemple, parce que c'est une discipline que j'ai fait en tant qu'amateur, bien évidemment, j'ai pas le niveau d'Antoine. Le sacrifice, il est là. Et donc, vous avez des gens qui vont courir toute l'année pour le marathon de New York ou le marathon de Berlin. Et puis, ce jour-là, ils sont malades le soir. Et puis, le lendemain matin, ils montent dans les baskets et ça marche pas. Et ces gens-là, en attendant, toute l'année, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils mangent, et il faut qu'ils aillent à l'entraînement, il faut qu'ils sacrifient leur famille parce qu'il y a un gros sacrifice familial derrière. C'est comme dans l'entreprise, il y a vraiment un vrai parallèle. Alors, on n'est pas là pour faire trop ce parallèle-là, mais il y a suffisamment de sportifs qui font des conférences à ce sujet, mais le sponsoring aujourd'hui, le support, et c'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit tout de suite oui, c'est que l'ami qu'on a en commun m'a entraîné sur quelques marathons et m'expliquait un petit peu la situation d'Antoine en me disant, parce que il va l'expliquer sûrement après, il a beaucoup de matériel à transporter. Alors on va le rappeler, on est quand même transporteur. Et Antoine, c'est son papa évidemment qui conduit le véhicule, qui l'accompagne, etc. C'est une grosse logistique autour de lui. Il a besoin de véhicules, c'est-à-dire de type camion, petite camionnette, etc. Et tout ça, ça a des coûts et ils sont livrés à eux-mêmes, quoi. Il n'y a pas de soutien derrière. En tout cas, il a cité quelques partenaires et donc ça, c'est super d'entendre ça. Il faut les féliciter. Je les félicite de le soutenir. Mais j'invite d'autres partenaires, en tout cas d'autres partenaires, à le soutenir. Parce que c'est juste formidable de suivre des gens qui vont à fond dans tout ce qu'ils veulent faire et qui lâchent rien. Et les démarches, en tout cas, qu'aujourd'hui je fais dans l'entreprise ou que j'essaie à mon humble niveau de faire, c'est d'initier un petit peu cette dynamique vers le soutien des sportifs. Parce qu'aujourd'hui, on en a vraiment, vraiment besoin. Vraiment. Je sais que tu es aussi très orienté vers les jeunes dans le foot, dans le basket, dans tout type de sport, et ça fait depuis des années que tu pousses à développer ça.
Oui, parce qu'on passe à côté malheureusement de nombreux jeunes. On n'est pas là pour critiquer quoi que ce soit, mais je pense que les détections de jeunes et le soutien des jeunes, c'est le vivier en devenir, donc je pense qu'il faut un peu s'en occuper. Je ne suis pas un fanat du football, pas comme Antoine, mais je participe et je soutiens encore une fois à mon humble niveau quelques sports, on va dire. Voilà. Les familles, faut le rappeler, sont livrées à eux-mêmes et des fois vous avez un fils ou une fille qui a un talent incroyable, sauf que malheureusement, il manque de moyens, il manque de beaucoup de choses pour les faire aboutir parfois leurs rêves, et c'est un peu dommage. Donc si on peut, chacun, en tout cas à notre humble niveau, les soutenir, je pense que ça peut être sympa. On peut voir des jeunes talents éclore, et c'est ce qu'on attend aujourd'hui de la jeunesse. On a suffisamment de valeur pour y mettre de l'argent, en tout cas. Je répète le mot, j'insiste lourdement, parce que vraiment, il y a un manque cruel d'argent dans toutes les disciplines. De toute façon, on parle pas des disciplines de motorsport, parce que là c'est pire. Dans les clubs, là, dans la région des Hauts-de-France, il y a énormément de jeunes talents. Je trouve qu'on les laisse un petit peu comme ça, pas tous, je fais pas une généralité, mais il y en a quelques-uns qui n'iront pas au bout de leur rêve parce qu'il va leur manquer un billet. Et ça, c'est dommage. Donc je crois qu'on dépense suffisamment d'argent dans des grosses conneries, on va dire les vrais mots, et on devrait se recentrer sur l'essentiel, et ça devrait faire partie intégrante, en tout cas des sociétés, d'un point de vue sociétal, de soutenir nos jeunes en devenir, et du sport en général bien sûr, pas que des sportifs de haut niveau. Antoine, est-ce que si quelqu'un écoute nos auditeurs, veut participer justement à aider ton projet, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Est-ce qu'on peut en faire un peu la promotion ici pour dire voilà, vous pouvez rejoindre l'aventure en essayant de soutenir? Est-ce qu'il y a des plateformes, un site internet? N'hésite pas à nous en parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut justement venir t'aider. J'essaye de me mettre un peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez suivre mes aventures. Alors j'essaye de mettre chaque événement, compétition, stage ou autre, j'essaye de faire un petit briefing. Comme ça, les gens se voient à travers ce que je fais. Ils peuvent ressentir les émotions, comment j'ai réagi en compète, ce que j'ai fait en stage. J'essaie vraiment de toujours essayer de véhiculer un petit briefing pour que les gens suivent tout simplement. On a une association pour les personnes en situation de handicap aussi, qu'on peut aider pour des achats de matériel, puisque moi j'ai un tandem qui m'a coûté 23 000 €. Il y a l'Agence nationale du sport qui a mis aussi pour aider à subventionner ce tandem, le matériel qu'il y a autour du tandem aussi. Mes concurrents ont le top du top. Moi, je suis obligé d'avoir le top du matériel. Je ne vais pas arriver avec un vélo dézingué, quoi. Donc, je fais en sorte d'avoir le meilleur matériel pour les Jeux de Paris. Donc, je ne regarde pas la valeur que ça a. Je mets le billet, quoi. Donc de ce côté-là, non, je suis ouvert j'ai pas d'équipementier. Avant, j'avais un équipementier, je me suis fait virer. C'est tout, quoi. C'est comme ça. Mais bon, j'ai pas d'équipementier. Je dois acheter mes baskets, mes maillots. Je suis pas là non plus à avoir tout gratuit. Au contraire, je suis donnant. C'est comme ça. J'ai été élevé comme ça. Donc, s'il y a des partenaires qui sont intéressés par le côté humain, surtout le côté humain qui m'intéresse, c'est pas que le côté sportif, vraiment le côté humain, dire tiens, je peux aider une personne qui est en situation de handicap et qui fait du sport et qui a des objectifs. Je suis ouvert, je suis présent. Sur LinkedIn, c'est Antoine Perel. Sur Instagram, c'est Antoine Perel. Et c'est ANTOINE-PEREL. Et sur Facebook, c'est Toine Perel, tout simplement. Tu as parlé de ton papa, tu as parlé de ta famille. J'aimerais prendre un moment peut-être pour que tu puisses avoir une opportunité d'adresser à la veille des Jeux ces personnes qui te soutiennent tous les jours, un petit mot à leur adresser avant qu'on parte sur les dernières petites choses. Franchement, c'est merci, parce que sans l'apport familial, je ne serais pas là. Jamais j'aurais pu faire le quart. Mon papa, ma maman, ils nous ont toujours soutenus, moi et mes sœurs, à essayer d'évoluer, à essayer de devenir les meilleures personnes qu'on soit. Et je pense qu'ils ont réussi, tout simplement. Donc vraiment, je suis reconnaissant de mes parents par rapport à ça. Après, j'ai ma femme et mes 2 enfants qui me soutiennent à 100%. Donc ma compagne qui me supporte depuis 2008, ça commence à faire un petit bout de chemin, qui sait ce que c'est de galérer quand tu es sportif de haut niveau. Elle m'a jamais dit quoi que ce soit, elle m'a jamais dit arrête, j'en ai marre. Non, elle m'a toujours soutenu et elle me soutient encore. Et puis mes enfants ont très bien compris que le sport de haut niveau, c'est bien, on rencontre des belles personnes, mais pour y arriver, il faut énormément de travail. Et puis à travers le sport, je suis en situation de handicap et je suis heureux que mes enfants voient d'autres personnes en situation de handicap, parce que maintenant, quand ils voient une personne en situation de handicap dans la rue ou dans la vie de tous les jours,
eux, ça leur choque même pas. C'est une personne tout à fait normale. Merci encore d'avoir pu prendre le temps. Une dernière petite chose, je me disais, tu m'as parlé avant qu'on commence d'un challenge qui est après les Jeux. Donc tu les enchaînes, les challenges. J'aimerais bien et j'envisage de traverser la Manche à la nage. Donc pour l'instant, j'en parle énormément autour de moi. Donc c'est un challenge que je voudrais mettre en place. Donc il faut trouver la personne qui pourra me guider aussi à ce moment-là, parce que il y a toute une logistique derrière ça, mais c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Donc tous les fonds récoltés forcément seront reversés sur une association qui en a vraiment besoin, handicap ou non. Donc ça, il faudra en réfléchir dès que tout sera posé sur une table. Donc ça fait encore partie des choses que si nos auditeurs veulent venir aider, rejoindre un projet qui est encore une fois excellent, qui a de l'excellence et qui a du sens, n'hésitez pas à recontacter. Si tu pouvais nous donner un conseil aux personnes qui sont peut-être en train de traverser ce que toi tu as traversé. Ouais, en fait, c'est pas une phrase qui vient de moi, mais c'est une phrase qui m'inculque. Donc, au fait, c'est tout simplement fait de tes rêves une réalité. Et ça, pour moi, c'est une phrase qui veut dire énormément de choses, puisque j'ai réussi, malgré tout, avec l'handicap. Je me suis créé des petits rêves et j'ai réussi à les réaliser. Donc, c'est ça ma phrase, c'est fait de tes rêves une réalité. Magnifique. Encore merci beaucoup de ta présence et de ton témoignage. Walter, merci de faire en sorte de développer des moyens et de communiquer et d'essayer de pousser pour mettre tout ça en avant. Une très belle interview et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. De retour pour ce segment de transition après cette interview poignante d'Antoine avec qui nous avons eu l'occasion d'échanger. Walter, la vraie raison pour laquelle on a décidé de lancer ce format d'interview, de témoignage pour mettre en avant des profils qui ont des histoires à raconter, aussi qui méritent une certaine visibilité. Est-ce que tu peux nous juste rebondir un petit peu là-dessus ? Écoute, comme je l'ai dit tout au long de l'échange, c'est vrai que Antoine, c'était une belle rencontre, c'est une belle personne, on vient de l'entendre. Je tiens vraiment à le remercier aussi d'avoir libéré un peu de son temps, parce que comme il a dit ce matin, c'était chaud pour lui l'entraînement. Aujourd'hui, ce type de témoignage révèle vraiment la profondeur des sportifs et leur sacrifice à travers leurs engagements et leur conviction en tout cas de réussir toujours leur projet. C'est ce que Antoine a fait tout au long de sa vie et qui continue à faire. Donc je tenais aussi à l'exprimer aussi mon admiration, voilà, parce que vraiment c'est un chouette type et on est super content de le supporter pour les JO et donc on lui souhaite bonne chance. Et on espère vraiment qu'il va nous ramener la médaille, évidemment, c'est ce qu'on attend. Donc il a intérêt de bien bosser. Carrément, ça je me fais pas de soucis. Et encore une fois, on encourage à tous les auditeurs d'aller rechercher justement Antoine Perel sur les réseaux sociaux. Suivez-le, essayez, si ça vous intéresse, de rentrer en contact et de pouvoir soutenir son projet. Je pense que c'était vraiment un beau témoignage et on lui souhaite le meilleur, comme tu l'as dit. Oui, je propose d'enchaîner sur les news. Allez, les news avec Margot, c'est parti. TWV Around the News. Transport, Logistics, Park. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la rubrique d'actualité de notre podcast, dans laquelle vous trouverez votre mise à jour bimensuelle rapide et efficace sur les dernières informations et évolutions qui transforment le secteur du transport routier européen, de la logistique et des parkings poids lourds sécurisés. Sans plus attendre, voici les news. Les députés européens examinent la possibilité d'autoriser les méga camions pouvant atteindre 25 mètres de long et peser jusqu'à 60 tonnes à circuler librement sur les routes de plusieurs pays européens. Cette décision pourrait ouvrir la voie à des négociations avec les États membres. Ces véhicules, déjà en usage dans des pays tels que la Suède et l'Allemagne, pourraient voir leur utilisation s'étendre grâce à une réglementation commune facilitant leur circulation entre pays voisins. L'objectif principal est de réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone en permettant le transport de charges plus importantes par trajet. Notre deuxième point d'actualité concerne les récentes initiatives prises par l'Union européenne pour renforcer la sécurité des parkings poids lourds à travers le continent. Face à une augmentation des vols de marchandises, la Commission européenne a annoncé un investissement de 50 millions d'euros destiné à l'amélioration des infrastructures de sécurité dans les parkings pour camions. Des systèmes de surveillance avancés, tels que des caméras de sécurité haute résolution et des détecteurs de mouvement seront installés dans plus de 200 sites clés d'ici la fin de l'année. Un regard sur l'intégration européenne avec le Green Corridor Project, une initiative soutenue par plusieurs pays de l'Union européenne. Ce projet vise à créer des voies de transport écologiques et efficaces entre les principales villes européennes, en utilisant des technologies propres et des pratiques logistiques durables pour faciliter le commerce tout en réduisant l'impact environnemental.
Paris 2024, ce qui change pour les poids lourds. D'habitude, les véhicules de plus de 7,5 tonnes n'ont pas le droit de circuler à partir de 22h les samedis et les veilles de jours fériés, et jusqu'à 22h les dimanches et jours fériés. Un arrêté publié par le journal officiel il y a quelques semaines lève cette interdiction du 1er mai au 31 octobre 2024 pour les poids lourds approvisionnant les sites dûment identifiés par le comité d'organisation des Jeux 2024. Connaissez-vous l'appli chouchoute des conducteurs, Truckfly ? Vous pouvez l'utiliser vous aussi. Truckfly est une appli GPS qui permet de retrouver son chemin. Sa particularité, c'est qu'elle est adaptée aux contraintes des camions et basée sur les mises à jour de la communauté, qui compte beaucoup de conducteurs. Leur dernière nouveauté, c'est la mise en place d'un outil de dialogue entre les chauffeurs et les recruteurs. Truckfly a passé des partenariats avec des sociétés de formation et de transport, et l'on peut désormais déposer son CV et entamer des échanges pro sur la plateforme. C'est tout aujourd'hui dans notre rubrique Actualité. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour plus d'informations sur ces thématiques. Je vous invite également à rester à l'écoute de notre podcast et à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux TWV. Je repasse maintenant la main en équipe studio. Les gars, c'est à vous. Topic of the day. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes sûr que c'est la solution ? I totally agree with you. On enchaîne sur notre segment, le sujet du jour qui est aujourd'hui le recrutement, le développement, l'accompagnement et la vie en entreprise. Notre invité pour en parler, Olivier Tran, coach expert en leadership, management et vie en entreprise qui accompagne depuis des années TWV et d'autres entreprises, des managers, des directeurs, etc. Olivier, déjà bienvenue et merci de ta présence. Merci à vous. Et autour de la table également, Marie, qui est exploitante affréteuse transport et qui évolue au sein de l'entreprise depuis septembre 2017. C'est ça. Et bien sûr, Walter Charpentier, CIO de TWV. Et donc du coup, la thématique aujourd'hui, le leadership, le recrutement, le développement et l'accompagnement des collaborateurs et même d'une entreprise. Olivier, tu peux peut-être nous faire un petit point justement sur ton background, sur comment est-ce que tu es arrivé à développer la profession que tu fais aujourd'hui. Et on rentrera gentiment dans le sujet et tout le monde pourra échanger autour de ça, autour de la table. J'ai grandi en Afrique avec un père vietnamien et une mère belgo-française qui m'amènent à m'interroger beaucoup sur l'humain, déjà très jeune. Et puis par la suite, je deviens un économiste et je vais travailler pour une boîte américaine qui va m'amener à recruter 35 semaines par an, des futurs chefs d'entreprise, créer des équipes autour, développer des boîtes. Et puis, pendant 9 ans, je vais travailler pour un gros cabinet de conseil qui va m'amener à accompagner, sur la période de 9 ans, près de 300-350 entreprises différentes. Et là, je vais me dire, mais quel est le point commun entre 14 ans de recrutement, 35 semaines par an, et 9 ans d'accompagnement de centaines d'entreprises ? Eh bien, c'est l'humain. Je réalise que c'est l'humain qui va faire qu'une boîte va se développer, et c'est l'humain qui va faire qu'une boîte va se dégrader, plus que le produit, plus que le marché, plus que le service. Et donc je prends la décision il y a 15 ans de me lancer comme coach dans le monde professionnel parce que je considère que l'humain passe plus de temps aujourd'hui dans son monde professionnel que dans son monde privé. Et donc les chefs d'entreprise qui me font confiance me donnent l'occasion de pouvoir les accompagner tant sur le chapitre professionnel que sur le chapitre privé ou familial. Puisque quelqu'un qui est bien dans sa peau, bien dans sa famille, bien dans son privé, eh bien, exerce beaucoup mieux sa profession et peut mieux délivrer tout son potentiel au service d'un projet commun qui s'appelle l'entreprise. Et du coup, la rencontre avec Walter, peut-être on peut se projeter à cette rencontre. On s'est rencontrés donc avec Olivier en 2013. On a échangé longuement, presque une journée, et c'est vrai que j'ai vu tout le potentiel qui était possible de tirer dans chacun. Quand il m'a connu l'entreprise, on était dans une petite structure, on va dire, et moi j'avais déjà un petit peu l'approche du développement personnel. J'ai toujours été en recherche toujours permanente du développement de l'être humain, parce que pour moi, je suis dans le transport, c'est vrai, mais ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Le projet, c'est une chose,
Mais pour atteindre les objectifs, il ne faut pas que des chiffres. Il faut que les individus de l'équipe soient impliqués et montent aussi, eux, en compétences. Et pour ça, c'est indéniable, il faut un coach comme Olivier. Et je le remercie encore aujourd'hui d'être parmi nous et d'aider notre équipe et l'entreprise à se développer. Donc ce sujet, c'est vraiment un sujet qui concerne la majorité des sociétés, qui est essentiel pour leur bon développement. Il y a plusieurs étapes. On a parlé d'abord de recrutement, après de développement, d'accompagnement et un exemple parfait, Marie, qui du coup a évolué à travers toutes ces étapes et a pu bénéficier de cette façon d'aborder les choses et qui pourra nous faire plein de retours et donner son expérience à travers ça. Est-ce que c'est peut-être la première étape justement de déstructurer cette façon dont les gens abordent ce recrutement ? La réussite, ça ne dépend pas d'un CV. Un CV, c'est effectivement une représentation écrite des diplômes, en quelque sorte. Mais on l'a prouvé jusqu'à aujourd'hui que, avec l'envie, avec la détermination et vraiment la motivation, on a des exemples concrets dans l'entreprise de gens qui sont arrivés sans diplôme et qui aujourd'hui occupent un poste important. Il y a pour moi 60%, c'est la personne. Et après, Olivier, en effet, fait son travail et check. Il expliquera après un petit peu en quelques mots ce qu'il fait. Pour moi, le CV, c'est pas ce qui est le plus important. Bon, c'est vrai que quand je rencontre une entreprise, la première chose que je vais faire une forme de diagnostic pour voir un petit peu quelles sont les personnes qui sont en présence. Et puis, je vais voir si les personnes qui sont en présence sont en adéquation avec le projet phare de l'entrepreneur. Ici, Walter. Walter avait de grandes ambitions. On va d'abord identifier ces personnes, tant sur leur potentiel. Sont-ils au sommet de ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'il y a encore des possibilités d'évolution? Sont-ils bien positionnés? Est-ce que la fonction qu'ils occupent leur correspond? Est-ce qu'on peut changer cette fonction? Est-ce qu'on peut créer une nouvelle fonction? Et puis, on va aussi les former à des outils de base qui permettent de mieux se connaître, mieux se comprendre et ainsi mieux connaître les autres et mieux comprendre les autres pour pouvoir mieux fonctionner ensemble sur un projet commun qui s'appelle l'entreprise. Et donc, en termes de recrutement, c'est sûr que Walter m'amène à rencontrer la personne. Je ne sais rien de cette personne. Je la découvre. Je ne sais pas si elle est mariée, je ne sais pas si elle a déjà travaillé, je ne sais pas si elle est âgée ou pas âgée, si elle a une expérience, pas d'expérience. Et c'est ça qui est chouette, c'est d'abord une rencontre de la personne. Et je vais identifier avec elle sa personnalité. Parce que la personnalité, elle est le véritable potentiel qui est en nous. Et qui donnera l'occasion à cette personne de pouvoir, à partir du moment où le patron et cette personne sont en accord de travailler ensemble, pouvoir s'exprimer dans une fonction et ainsi aider le projet de l'entreprise. Toi, ta démarche, c'est pas de venir avec quelque chose d'orienté pour dire il faut que tu rentres dans cette case. C'est vraiment déjà une démarche de générosité, d'écoute et de pouvoir même déjà là orienter des gens vers ce soi, de ce nous-mêmes que souvent on ne connaît pas. Il y a plein de gens qui sont là. On est dans une société aujourd'hui où on doit manger, on doit faire des choses. On se retrouve des fois coincé dans des branches et des profils parce qu'il faut manger. Donc on retrouve à faire des métiers pendant des années qui ne nous correspondent pas, dans lesquels on est malheureux. Aujourd'hui, on demande aux gens de se vendre. En fait, nous, c'est pas ce qu'on attend d'eux. On veut qu'ils soient, d'ailleurs, ils sont pas face à l'entrepreneur, donc je trouve que c'est ça qui est bien. Donc même s'il y a une pré-rencontre avec moi, je trouve que d'ailleurs on essaie de l'écourter pour pas qu'il y ait des craintes ou des doutes. Face à Olivier, il n'y a pas un enjeu. Elle n'est pas devant l'entrepreneur, c'est toute la réussite de ce process, c'est que elle joue vrai, comme on dit avec Olivier, elle joue vrai. Et après cet échange, forcément que c'est assez innovant, donc la personne ressort quand même assez grandie avec des choses quand même, parce que c'est quand même sympa à vivre. On écoutera le témoignage tout à l'heure de Marie. Moi, je trouve que ce qui est important après, c'est de la placer dans l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'essaie pas de remplir des sièges, des fauteuils devant des ordinateurs. On parle toujours de l'intérêt de l'employeur, mais il y a l'intérêt du salarié. C'est-à-dire que le salarié, si on trouve que pour une raison ou une autre, il n'a pas sa place chez nous, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que je fais toujours la comparaison avec des matchs de foot, même si je suis pas très footeux, mais si on cherche un avant-centre, si on a face à nous un arrière-droit, on va pas pouvoir l'embaucher. Ce joueur, c'est pas possible. Avec la meilleure qualité que la personne a pu donner lors de l'échange avec Olivier, elle sera pas pour autant embauchée sur le positionnement du moment. Je trouve que c'est ça la magie, c'est qu'aujourd'hui on est complètement décalé avec un concept où on a besoin de savoir si elle a une tendance leader, etc., etc. Et depuis 2013, on travaille ensemble avec Olivier et ça nous réussit plutôt bien.
bien. Au moins, les gens, pour de rares occasions, se retrouvent à discuter uniquement sur qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire, et de recruter les gens avec leur trip, quoi. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Enfin, qui m'intéresse, moi, dans l'entreprise. Et c'est pas magique, hein, parce que ça se saurait. Si c'était 100% de réussite, ce serait top. Sauf que c'est déjà un petit peu... Enfin, c'est très révélateur, quoi. Il y a une chose que j'aime beaucoup aussi dans la PME, et Walter en est un très bon exemple. La PME, elle est rapide dans ses décisions. Elle est créative. Elle peut évoluer à son rythme. Elle est liée à des objectifs communs. Bien sûr, le chef d'entreprise est celui qui donne la tendance, mais il est ouvert à toute proposition des différents salariés qui sont au sein de son entreprise. Je le dis parce que j'accompagne aussi quelques hôpitaux, et là, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir créer une nouvelle fonction. C'est beaucoup plus difficile parce que ces directeurs d'hôpitaux n'ont pas toutes les mains libres, alors qu'avec une PME, c'est ce qu'on a fait avec Walter, on a pu identifier rapidement les personnes, voir comment elles peuvent évoluer. Et ce qui est formidable, même dans cette aventure de 10 ans, c'est qu'on a vu des gens qu'on a formés. Alors, il y a ma partie qui concerne l'humain, mais après, il y a toute la partie professionnelle qui concerne le métier. Et là où Walter et l'entreprise permettent à cette personne de pouvoir évoluer. Mais il y a des personnes qui sortent du jeu et il y a des personnes qui reviennent 2 ans, 3 ans après, parce qu'elles ont fait une autre expérience. Elles viennent enrichies par cette expérience. Et c'est ce que j'aime dans cette alchimie, c'est-à-dire que c'est pas parce que je vais quitter cette entreprise que je peux pas revenir. Une relation d'entreprise, comme tu l'as justement dit, c'est aussi des timings de vie. Quelqu'un va pouvoir être top pendant 1-2 ans, faire le parcours de chemin ensemble, identifier de façon saine que là, peut-être sur cette période-là, j'ai besoin de faire quelque chose d'autre, et vice-versa, de pouvoir accepter ça des deux côtés, et après de pouvoir se retrouver. Et ça, c'est des perspectives très saines. Du coup, Marie, ça peut être une bonne expérience pour toi, un bon moment pour toi, pour nous dire justement comment est-ce que tu as vécu du recrutement, de cette évolution, de ce suivi avec Olivier par rapport à ce qui a été dit. Quelle est ta perspective à toi? C'est super de rencontrer Olivier, en fait, parce que il nous met vraiment l'œil sur nous. On est mis au centre de la conversation. Il apprend à connaître notre personnalité avant de savoir si on a les compétences, si on va pouvoir évoluer avec la société. Et donc, rien qu'être mis au centre des discussions et de creuser, parce que vraiment, c'est un travail où on creuse sur la personne, sur nos antécédents, que ce soit familiaux, personnels. Ça nous révèle, en fait. Moi, j'ai vu avec Olivier, après le premier entretien, je suis ressortie de là, je me suis dit, waouh, j'ai été comme fouillée, quoi. J'ai vraiment sorti de moi des choses où je n'arrivais pas à mettre des mots, où j'ai fini par comprendre mes émotions, et à traduire mes émotions en me disant ok, je suis vraiment comme ça. Moi, par exemple, mon type de personnalité, je suis pas un numéro 2, mais je suis une personne altruiste. Donc c'est vrai qu'on se rend compte par les mises en image d'Olivier. Moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup soin de l'autre. Et de se dire ok, donc je le fais peut-être pas forcément pour moi, mais plus pour les autres. Et de se dire voilà, maintenant je sais placer mes limites. Et c'est super important et ça fait partie de mon évolution, en fait. Qu'elle soit personnelle ou professionnelle, j'ai su me dire, voilà, je peux aller jusque-là, pour l'instant, sans avoir de crainte. Ma vie privée, elle a énormément évolué. Des choses où je ne me serais pas sentie capable de les faire. Et maintenant, je ne me pose plus de questions, en fait. C'est comme si j'avais sorti de moi vraiment ma personnalité. Donc on a plusieurs personnalités en fonction aussi des situations qu'on rencontre. De se dire, voilà, aujourd'hui, je me connais, je sais où je vais, et c'est une très, très grande... Enfin, moi, ça portait énormément de confiance en moi. Et même pour le travail, on n'a pas peur de... Moi, j'ai plus peur de l'autre, j'arrive à exposer mes idées, à apporter toujours mon aide aux autres, et aussi accepter de recevoir l'aide des autres. Ça, c'était très, très, très difficile pour moi. Et aujourd'hui, j'accepte qu'on me vienne en aide, et ça m'a fait grandir. C'est vraiment une super expérience. Bon, c'est bon, on peut arrêter le podcast. C'est incroyable à entendre des choses comme ça, des témoignages. Tu as parlé de choses qu'on viendra peut-être expliquer un peu plus en profondeur. C'est des choses qui sont passionnantes, comme tu as parlé de chiffres, de profils de personnes, l'énéagramme du positif, on en pourra parler un peu. Mais peut-être juste pour revenir sur quelque chose qui est super intéressant et que tu as un peu touché là, c'est donc tu rentres dans un entretien d'embauche. Qu'est-ce que ça fait de voir qu'en fait là, ce qui est important là pour l'instant, c'est plus le soi que ce qu'on peut tirer de toi
toi. Et est-ce que c'est déstabilisant? Est-ce qu'au contraire, c'est rassurant? Non, c'est déroutant. On s'attend à avoir des questions professionnelles. Et là, il me dit, parle-moi de toi. Parle-moi de toi, dis-moi d'où tu viens, ta famille. On parle de plein de choses et donc ça nous libère. On parle d'un sujet qu'on connaît, mais d'un sens, on se rend compte qu'on ne se connaît pas vraiment. Hein. Et au fur et à mesure des entretiens qu'on peut avoir dans la vie professionnelle, là au sein de TWV, je trouve que j'en apprends encore. Et c'est ce qui fait partie de l'évolution. On en parle souvent. Le step, il est immense. En parlant comme ça paraît tellement logique d'aborder les choses comme ça, mais on est toujours à l'inverse en fait dans le code d'embauche, dans le code de recrutement. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette capacité et de cette importance à mettre ça au centre de l'approche pour pouvoir après construire et peut-être de toucher un petit mot sur les gens qui ne connaîtraient pas l'énéagramme du positif, d'expliquer un peu ça? Il y a quand même une règle que je mets en place avec chacune des personnes que je rencontre, c'est de lâcher le jugement. On est des grands spécialistes du jugement. On a tendance à se juger très fort, on a tendance à juger l'autre, à se sentir jugé. Et dès qu'on lâche le jugement, on a cette capacité à pouvoir revenir sur ce qu'on est vraiment. Chaque personne est différente, chaque histoire est particulière, elle apporte un lot d'informations qui m'enrichissent. Par l'histoire racontée par cette personne, eh bien, on va décoder des choses. Et souvent, la personne dit « mais comment tu sais ça ?» Mais en fait, la personne me donne l'info, sauf qu'elle ne parvient pas à traduire sa propre info. Et c'est là où ça devient intéressant pour moi. Et alors, la personne, elle a cette révélation, et parce qu'elle a cette révélation, elle se sent animée naturellement. Et ça change. Parce que sinon, comme Marie l'a très bien dit avec le masque, avec la personnalité, comme tu l'as dit, Arthur, la personnalité nous fait jouer un rôle. Alors, c'est intéressant parce que elle va nous apporter un tas de compétences, de capacités, de réveiller des talents qui sont en nous pour pouvoir nous exprimer. Mais à la fois, puisque persona veut dire le masque de l'acteur, cette personnalité, elle n'est pas nous. Elle est à notre disposition. Et Marie l'a dit, on a plusieurs personnalités en nous. Et l'utilisation avec plus de conscience de ces personnalités qui sont en nous, eh bien, ça nous aide considérablement à grandir et à développer du potentiel. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'outils sur le marché qui aident à comprendre les personnalités, le MBTI, le HBDI. J'ai choisi l'énéagramme parce que l'énéagramme est très ancien. L'énéagramme, on ne sait pas depuis quand il existe. Et aujourd'hui encore, je cherche un outil qui va pouvoir rivaliser avec. Parce que je me dis, il ne peut pas être le seul. Mais chaque fois que je rencontre un autre outil, il est bien sûr un outil rempli de richesses, mais qui n'apporte pas ce que l'énéagramme apporte comme révélation en soi. Et ça va très vite. C'est ça qui est intéressant. Ça va très très vite parce que c'est tellement présent en nous que quand on reçoit les codes, on peut en jouer. Et Walter a compris ça tout de suite. Quand on s'est rencontrés, on a eu très vite une affinité parce que sinon c'est difficile de travailler. Si on est un coach et qu'il n'y a pas d'affinité, ça va être quand même compliqué. Et Walter prend la décision de me faire confiance et on va très très vite identifier les différents profils à l'intérieur de l'entreprise, voir comment on va mettre en place une micro-formation et comment on va accompagner les gens pour permettre à cette entreprise qui aujourd'hui, en 10 ans, a été multipliée par 4 en termes de taille, mais ce qui donne l'occasion d'avoir plus de personnes qui travaillent et qui s'élèvent à l'intérieur. Je pense personnellement, pour avoir accompagné des centaines d'entreprises, que les chefs d'entreprise créent des boîtes. En fait, leur entreprise est une excuse pour aider l'humain à s'élever. Ça, c'est ma vision des choses. En tout cas, Walter, il en fait partie. Et dès le départ, je l'ai senti. Ça reste compliqué, l'humain, bien évidemment, parce que parfois, on a quelqu'un qui fonctionne très très bien en entreprise et qui a une difficulté qu'on ne peut pas résoudre, qui est d'ordre privé. Il y a plein d'éléments qui vont venir perturber ce salarié. On va en tenir compte. Walter est OK pour que je passe du temps avec son personnel. Et après, on va voir si on peut l'aider à régler ou pas.
On est très observateur au bien-être des collaborateurs et quand on sent en effet certaines personnes des fois un peu chagrinées, on y passe vraiment du temps. On a vu des gens quitter des entreprises pour des mauvaises raisons, parce qu'on creuse pas assez les problèmes. On dit voilà, en ce moment il est à la rue, etc. Mais ce qui est mis à disposition, c'est quand même une caisse à outils. Moi, je le vois comme ça avec le travail qu'on fournit avec chacun. Comme disait Marie, il y a des choses qu'elle fait aujourd'hui et clairement quand elle est arrivée dans l'entreprise, elle avait même pas connaissance qu'elle était capable de faire ça. Donc c'est ça en fait la magie. Ils ont l'envie parfois, mais il y a des points de blocage qui sont humainement difficiles à décoincer. Et avec l'accompagnement d'Olivier, ça permet de déverrouiller certains points de blocage. Être plus à l'écoute des gens, prendre du temps, faire appel à des experts pour permettre aux gens de garder un équilibre personnel et professionnel. Ça, je crois que c'est la mission qu'on s'est donnée depuis 2013. Souvent dans les entreprises, on mise sur les managers, on mise sur les encadrants, etc. Et puis on se dit, les autres, on verra. Mais vraiment, la synergie, elle est bonne parce qu'on mise sur tout le monde de la même façon. Et si les gens ont des problèmes, peuvent aussi demander, eux aussi, avoir Olivier. C'est ça qui est sympa aussi. Parce qu'il lui confie forcément des choses qu'ils ne vont pas dire aux autres. Et grâce à ça, ça nous permet de maintenir un climat plutôt sympathique dans l'entreprise. Et c'est ce pourquoi moi, je crois en cette recette. Peut-être ce serait intéressant de faire un petit point, parce qu'on a parlé d'énéagramme, on en a juste évoqué, mais est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement, sans rentrer en détail, parce que c'est vraiment très... Voilà, c'est quelque chose de très dense, mais juste parce que je pense que c'est intéressant, et je pense que ça peut intéresser d'autres gens. Comment tu pourrais juste donner quelques informations pour intéresser, juste donner déjà en surface quel est le concept, et derrière, peut-être donner envie à d'autres gens de pouvoir aller se renseigner sur ça, parce que je pense vraiment que c'est une technique qui est pas très connue. Moi, je la connaissais pas avant qu'on se rencontre et j'ai trouvé ça incroyable et je trouve qu'elle est centrée vraiment sur des vérités incroyables. Ce qui est intéressant avec l'énéagramme, c'est que l'énéagramme va tenir compte de nos 3 cerveaux. On a 3 cerveaux. Le reptilien, qui est le corps, le limbique, qui est le jeu émotionnel, et le mental, qui est l'intellect. Et donc, ça veut dire que à partir du moment où dans le ventre de ma maman, je vais choisir une base de personnalité, c'est intéressant déjà de savoir dans quelle famille. Si je suis dans la famille de l'instinct, je vais préférer les actions. Je vais aimer être en action. Si je suis dans la famille des émotionnels, je vais préférer les relations. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de mener des actions, mais je vais préférer les relations. Et si je suis dans la famille intellect, je vais préférer la réflexion. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de mener des actions et avoir des émotions, bien évidemment. Mais il y aura une préférence. Et donc, à partir du moment où, dans le recrutement, on tient compte déjà de la base de la personnalité, on peut éviter de recruter des mêmes types de personnalités qui va donner une redondance. Alors, tout le monde sera d'accord, puisqu'on a le même point de vue. Mais ça ne va pas apporter la richesse de la contradiction, du débat, et qui fait élever l'entreprise, qui fait développer l'entreprise. Les personnes qui restent, avec l'expérience, elles ont des moyens sur lesquels elles peuvent se reposer. Et donc, ces moyens sont, quand on regarde l'énéagramme, eh bien, c'est de dire, OK, si je suis très fort dans l'action, ce serait bien que je développe un peu plus de réflexion. Et ce serait bien que je développe un peu plus d'émotion. Et donc, si je discute avec les émotionnels, ils vont me donner un point de vue que je ne vais peut-être pas voir si je suis un roi de l'action. Parce que j'ai tendance à y aller et à expérimenter. Et c'est par l'expérience que j'apprends. Mais il y en a d'autres qui vont apprendre par la conversation avec l'autre. Et il y en a d'autres qui vont apprendre par l'enrichissement de connaissances, et c'est plus la zone intellect. Marie, du coup, tu peux nous parler un peu justement des choses peut-être que tu as vu évoluer au sein de l'entreprise, à l'intérieur de ça, des échanges avec les collaborateurs. Alors déjà, quand on rencontre Olivier pour la première fois, c'est super l'image du couvercle, hein, c'est vraiment la découverte. C'est un peu comme si on est mis à nu, on dit « Ah ouais, quand même, je suis comme ça ». Et donc, je promets que c'est vrai, hein, quand on reprend son poste, on voit les choses autrement. Vraiment, on agit autrement, on voit les choses autrement, on les ressent autrement. Et donc, on laisse le temps passer, on laisse faire les actions, on revoit Olivier, et là, il nous montre le chemin parcouru. Il nous dit, regarde un peu qui t'étais il y a 6 mois, il y a 1 an, ce que tu étais capable de faire, donc qui tu étais, ce que tu étais capable de faire, et regarde maintenant ce que tu es
et ce que tu sais faire. Toutes les ambitions qu'on a encore. En fait, vraiment, c'est comme lever le capot d'une voiture qui est en panne. Voilà, elle a un problème, elle n'arrive pas à sortir vraiment du moteur tout ce qu'elle a en elle. Olivier arrive, là c'est les réparations, voilà, on voit ce qui va pas. Et à la prochaine fois, le moteur, il voit le moteur, voilà, et il roule. Là, dans l'équipe, on a une diversité de personnalités de personnes où on ne peut pas forcément être d'accord, comme disait Olivier. Enfin, c'est des personnalités qui se rencontrent dans le travail, mais ça apporte énormément de fruits, quoi. Lui, il pense comme ça, mais si on ajoute un petit peu de ce que pense un tel, on avance énormément. Marie pointe quelque chose qui est important. Nous avons du mal à avoir confiance en nous. Et donc, c'était chouette d'entendre qu'elle dit, voilà, maintenant j'ai confiance. Pour beaucoup d'entre nous, la confiance, elle est difficile à obtenir. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les clés. Ce que j'aime avec l'énéagramme, c'est que l'énéagramme est de tradition orale. C'est-à-dire que ça s'apprend par l'oralité. Ce que nous sommes en train de faire. Cette oralité que nous avons ensemble, là, nous permet d'échanger, nous permet d'intégrer, nous permet de remettre en question, nous permet de pouvoir nous interroger sur nos profondeurs. Quand on entend quelqu'un qui trouve la confiance, eh bien la confiance est très liée à l'amour. Quand on aime ce qu'on fait, on dit on ne compte pas. Eh bien c'est vraiment ça. C'est-à-dire je ne viens pas chercher simplement un salaire. Il est normal que je sois rémunéré, c'est normal. Ça fait partie du jeu. Mais si je peux travailler parce que j'aime profondément cette entreprise, parce que j'aime profondément le métier que je fais, parce que je sais ce qu'il apporte à l'humain, parce que chaque entreprise apporte quelque chose à l'humain. Ici, c'est le monde du transport, mais il y a d'autres entreprises dans le monde du bâtiment, ça apporte aussi à l'humain. Les hôpitaux dont j'ai parlé apportent aussi à l'humain. Donc, c'est chaque fois l'idée d'apporter quelque chose à l'humain. Et on sait très bien qu'une entreprise qui grandit va être amenée à se séparer de collaborateurs. Et donc, je sais, pour accompagner Walter, que c'est pas facile pour un chef d'entreprise de se séparer d'un collaborateur dans lequel il a investi. Quand je parle d'investissement, je ne parle pas de l'investissement financier. Il a investi dans la collaboration, il a investi dans la personne, de sa personne, parce que Walter organise aussi des événements en dehors de l'entreprise qui permettent de se connaître. Ce que j'aime avec la PME, c'est qu'on dit qu'elle a un caractère familial et ça crée des liens. Et donc forcément, quand il y a séparation, ça ne se passe pas toujours bien. Mais comme en famille, comme dans les familles. Mais ce n'est pas parce que dans une famille, on s'est disputé qu'on ne peut pas se retrouver. Et comment est-ce que toi, tu arrives à justement toujours optimiser cette lame à double tranchant, qui est le développement personnel, mais pour aussi aller vers la performance? On pourrait se dire que les chefs d'entreprise qui font appel à moi font appel dans un seul but, c'est de faire de l'argent. Bon, on sait que la raison principale d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Ça, c'est ce qu'on se dit. À la fois, c'est vrai, et à la fois, un chef d'entreprise sait qu'il ne peut pas grandir s'il n'a pas des humains qui fonctionnent bien en dessous. Et ça, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de fonctionnement, c'est une histoire de personne. Quand on aime, eh bien, c'est plus une histoire d'argent. Oui, bien sûr qu'on a besoin d'être rémunéré, mais une fois qu'on a fait le deal avec le patron, une fois qu'on a fait le deal avec soi, et que ça nous permet d'avoir ce dont on a besoin pour vivre correctement, on peut avancer. C'est juste le chapitre de pouvoir aimer ce qu'on fait. Ici, on est dans le monde du transport. Ça veut dire qu'on va transporter une marchandise d'un point A à un point B. Si je suis bon à l'exploitation, pour ne prendre que le métier d'exploitant au sein de cette entreprise, si je suis bon à l'exploitation, je vais aider considérablement les fournisseurs et les clients. Et forcément, ces fournisseurs et ces clients servent des humains. Donc je sers indirectement des humains. Si j'ai l'amour du métier, je vais le faire bien. Si je me plante, je vais corriger. Je ne vais pas me juger. Je ne vais pas pointer l'autre. Je ne vais pas accuser. Je ne vais pas justifier. Je ne vais pas être dans mon déni. Les grands sportifs, et toi Arthur, tu as été parmi ces grands sportifs professionnels de première division, c'est cet amour aussi du jeu collectif. Toi, tu étais dans le basket, du jeu collectif, de la performance, de la réussite et du plaisir qu'on apporte aux spectateurs de gagner. Donc souvent, je suis critiqué parce que je parle d'amour dans l'entreprise, mais nous, les êtres humains, nous ne cherchons que l'amour. Nous cherchons qu'à être aimés. Et
Ce qui est difficile, c'est d'être aimé sans condition. Quand je suis mauvais, quand je suis faible, quand je fais une erreur, quand j'ai un échec, est-ce que je me dégrade ou bien je tire parti de cela ? Grâce à cette défaillance, eh bien, je peux évoluer. Et les chefs d'entreprise font ça parce que ceux qui prennent le plus d'échecs, qui prennent le plus d'erreurs, ce sont les chefs d'entreprise. Bien sûr, mais là tu as parlé de deux notions, l'échec et la réussite, qui aujourd'hui sont très présentes dans nos sociétés. On va à l'école, on fait un test, on échoue, on réussit. On a les parents qui nous disent t'as une mauvaise note, c'est nul. Mais du coup, cette approche de déconstruire complètement ces deux notions, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite, il y a des expériences. Moi, c'est quelque chose en tant que basketteur professionnel, dans mon cheminement pour passer l'entonnoir de tout le monde veut être basketteur professionnel, il y a seulement une toute petite infime partie des gens qui arrivent à faire ça. Et donc, j'ai vu des mecs qui étaient très bons à l'entraînement arriver en match et ne pas pouvoir faire ce qu'ils faisaient et démontrer ça en match parce qu'il y avait cette approche cette peur du succès ou de l'échec désinhibit en fait la performance. Il y a aussi ce côté où il faut forcément être proactif et positif dans cette approche d'expérience pour pouvoir évoluer, d'en être conscient, de dire que là, j'ai une expérience, je l'optimise, ça, j'ai pas d'échec ni de réussite. Si ça, c'est moins bien passé, pourquoi, et je vais travailler pour me développer et faire en sorte que ça se passe mieux la prochaine fois. Si ça s'est bien passé, j'identifie pourquoi et je bonifie encore ça. Le premier acteur qui fait ça, c'est le patron. Parce qu'il est le fer de lance. À partir du moment où j'apprends à comprendre que je ne viens pas sur Terre uniquement pour être au service d'une économie, ce qui a été le cas de Walter. Walter a démarré comme un chauffeur. Il était dans son poids lourd, dans ses milliers de transports. Il a eu le temps de réfléchir, penser, se dire c'est quoi son avenir. Donc il démarre de zéro, comme beaucoup de chefs d'entreprise, de PME, démarrent de zéro. Et ils se lancent, ils prennent des risques. Ils embarquent leur famille dans cette prise de risque et ils embarquent des futurs collaborateurs dans un projet commun. Et donc effectivement, cette notion d'échec, tu réussis, t'es bon, tu échoues, t'es nul, on va dépasser ça. Parce qu'une fois qu'on a compris qu'on passe plus de temps dans le milieu professionnel et que donc c'est là où on va exprimer le plus ce que nous sommes, on passe plus de temps avec nos collègues qu'avec nos amis et notre famille. Donc, si nos collègues peuvent devenir des amis et je peux mieux m'entendre, plus avoir de soutien de la part de l'un et de l'autre, je me sens bien dans ma peau. Et ce que je trouve incroyable aussi, on peut en parler là, c'est qu'il y a cet accompagnement social et personnalité, mais il y a aussi cette évolution possible au sein de TWV de monter en compétences au niveau des compétences entrepreneurs, de travail. Il y a des formations, on va jusqu'où on est capable d'aller naturellement, et c'est OK si on en reste là, et c'est OK si on continue, mais tu vois, c'est intéressant, je trouve, dès que la base est saine, les choses après évoluent. On n'est pas dans un monde de bisounours, et là, ce podcast, c'est pas de dire en faisant ça, on va avoir les meilleurs amis du monde, on va tous être au top. Il faut quand même investir personnellement dans son développement, il faut être en phase et c'est pas fait pour durer toute la vie aussi. Walter, tu peux certainement témoigner des différentes phases. Tu parlais des niveaux. Il y a différentes phases dans l'entreprise. Si on veut grandir, on a besoin de se reposer sur des personnes en qui on a confiance, qui ont pu évoluer, qui ont démontré leurs capacités et leurs compétences. C'est vrai qu'on est prêt à sacrifier beaucoup de choses. C'est ça la question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on est capable de laisser comme temps de vie pour atteindre l'objectif. Beaucoup, en effet, rêvent d'être professionnels. Mais il faut passer par des phases très, 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 très difficiles. Moi, j'aurais juste à dire que le développement personnel, c'est comme le sport. Il faut bosser beaucoup, il faut lire beaucoup, il faut s'intéresser, il faut aller chercher beaucoup d'informations. On ne peut pas les livrer dans une réunion de 2 heures ou sur un échange. C'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? C'est quoi mon objectif à moi ? Est-ce qu'en effet, quand on est comme Marie, jeune maman, etc., on a des contraintes familiales. Alors en effet, on peut devenir manager, mais il faut gérer tout ça au quotidien. C'est beaucoup de pression, il faut toujours être au top partout, parce qu'il faut être au top à la maison, il faut être au top au boulot. Il ne faut pas se tromper de chemin en fait. Je trouve que la difficulté souvent qu'on a rencontrée avec Olivier, c'est d'aider des collaborateurs à monter en compétences. Ils oublient que derrière, il faut y mettre beaucoup, beaucoup de travail. Il faut beaucoup d'humilité. On a oublié ce mot-là parce que je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. Il faut accepter de repartir d'une feuille blanche et de se remettre à bosser. Et surtout, d'être très constant et aimer ce qu'on fait. Parce que d'avoir l'honnêteté de dire
pour les raisons qui sont propres à chacun, je ne pourrais pas atteindre cet objectif. C'est pas, je ne suis pas bon, c'est j'ai des contraintes qui me sont celles-ci, j'ai ci, j'ai là à gérer, je vis seul, etc. Et ça ne me permet pas de sacrifier autant de temps de ma vie pour le job que je fais ou que je voudrais atteindre. C'est-à-dire manager et chef d'équipe, aujourd'hui dans une entreprise comme la mienne, ça nécessite beaucoup d'investissement personnel. Et ça, c'est pas permis à tout le monde. Parce que c'est un peu fantasmatique, on veut devenir toujours le manager, le boss, etc. Sauf que pour gravir ces échelles-là, il y a beaucoup de travail. Et ça c'est une prise de conscience qu'on doit avoir. Alors, si on est motivé, effectivement, on remonte le ruisseau à l'envers, comme disait Olivier, par l'argent, c'est un mauvais moteur. Pour moi, c'est un mauvais moteur parce qu'en effet, c'est le résultat de ça. Mais c'est comme jouer en Ligue 1. Avant de jouer en Ligue 1, il faut bosser, quoi. Et donc, souvent, ce qu'on retrouve, c'est des individus qui ont une idée fantasmatique de devenir manager, chef d'équipe, etc., mais ils n'ont pas envie de transpirer pour atteindre cet objectif. Et c'est là où on casse des profils. Enfin, on les casse pas, ils se cassent eux-mêmes, en fait, parce qu'on les met en alerte. 1 fois, 2 fois, 3 fois, Dieu sait qu'on l'a eu fait plein de fois. Il faut mieux être dans l'acceptation de dire « Ouais, j'ai ce poste-là, je m'éclate, je suis avec mes collaborateurs et tout. » Par contre, devenir manager d'un groupe, c'est un peu difficile pour moi, ou ça ne va pas correspondre à ma vision des choses, à mon énéatype de personne. Je vais mal le vivre, je ne suis pas dans les émotions, ça ne va pas bien se passer pour moi. Et du coup, on va s'autodétruire quelque part parce qu'on va vivre quelque chose qui ne nous correspond pas. Et je crois que dans l'entreprise, il faut essayer de vivre comme dans la vie de tous les jours, avec quelque chose qui nous correspond vraiment personnellement et qu'on puisse vivre les émotions, les croyances et qu'on ne triche pas. En fait, et si on ne triche pas, on devient très bon, enfin, je pense. Moi, je trouve ça super sympa de pouvoir montrer aux gens que l'entreprise, ça ne s'arrête pas à l'embauche et on ne vient pas chercher seulement un salaire. Voilà, c'est tout ce que je veux que mes employés aient la banane le matin aussi, comme moi, quand j'arrive à la boîte. Comme disait Olivier, une entreprise, ça doit gagner de l'argent. Bah oui, c'est un peu l'objectif. Mais je pense qu'on est vraiment plus fort dans une équipe qui est très équilibrée et qui comprend beaucoup de choses autres que la passion du chiffre. Parce que le chiffre, oui, on a tous besoin d'atteindre des objectifs chiffrés, on a besoin de répondre à tout le monde, aux banquiers, on a besoin de répondre à beaucoup de gens, mais les salariés n'ont pas besoin d'être sous pression sur H24 là-dessus. Par contre, ils ont conscience de l'enjeu de l'entreprise et que j'ai besoin d'un coup de main parce que, comme disait Olivier, pour juste terminer le volet de la délégation, c'est que quand on grandit, on est obligé de s'appuyer sur des managers, ça fait partie des choses un peu logiques et eux-mêmes ont besoin d'une formation pour monter en compétences et pouvoir m'épauler sur des tâches que moi je ne peux plus faire parce que l'entreprise est beaucoup trop grande maintenant et si on veut encore grimper, parce que j'espère qu'on va encore évoluer, on va devoir encore fournir de l'énergie supplémentaire et on espère en tout cas que les collaborateurs vont œuvrer avec moi vers ces nouveaux projets en tout cas. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, peut-être Marie, si tu peux nous donner ta perspective sur ce qu'on est en train de dire là. C'est il y a la surface, il y a la découverte de qui on est, il y a cet accompagnement, mais après il y a cette persistance de continuer. Si tu es là depuis tant d'années, c'est que j'imagine qu'il y a eu des hauts, qu'il y a eu des bas, que ça n'a pas été là. Là, tu as été jeune maman, donc ça a introduit, pour avoir été jeune papa il n'y a pas longtemps, une priorité absolue dans tout ce qui existe et fondamental pour l'être humain. Comment est-ce que toi, tu gères de rester constante dans cette approche, dans toujours rester motivé, dans avoir d'autres priorités, mais est-ce que c'est parce que justement, tu as fait ce travail en amont qui te permet d'être équilibré et que peu importe les priorités, tu gardes ton cap parce que tu sais que c'est un peu une vérité. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça, justement ? Oui, moi, je pense que c'est une réalité. Quand on devient maman ou qu'on a un changement dans la vie, faut pas oublier qu'on est quand même accroché à une société, qu'on a un devoir à accomplir au sein de la société, tout en acceptant aussi un nouveau rôle, parce qu'on l'a quand même voulu aussi. C'est des choses qu'il faut savoir concilier. Il faut analyser avant, mais il faut toujours rester, comme dit Walter, travailler. Et à la maison, c'est exactement pareil. Donc c'est vraiment une motivation et on recherche ça chez TWV. C'est des gens qui sont impliqués, que ce soit dans un projet ou dans une équipe. Nous, aujourd'hui, avec la diversité de l'équipe, là, dernièrement, avec notre responsable à l'exploitation, on arrive à être tous sur la même longueur d'onde, à partager des moments de plaisir où on rigole, des bons moments de travail, parfois des difficultés, mais on est là pour les affronter tous ensemble. Et si on n'est pas dans notre tête fixé sur j'ai ce qui se passe à la maison et j'ai mon travail, et donner le meilleur de soi, on n'y arrive pas, quoi. Que ce soit dans l'un ou comme dans l'autre. On s'est donné un objectif, on veut l'atteindre personnellement et professionnellement,
Donc il faut mettre les moyens derrière aussi pour y arriver, sans se voiler pour autant la face. Il faut être sûr de ce qu'on veut. On ne construit pas quelque chose demain en se disant je vais être là-bas au top, aux cieux, et après retrouver à tomber, quoi. Donc il faut vraiment savoir ce qu'on veut et connaître nos limites. Et je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour du sujet. C'est intéressant de voir qu'un sujet en fait qui est aujourd'hui abordé est presque, c'est un code, le recrutement. On a des codes de comment on aborde, quel est ce premier entretien d'embauche, comment est-ce qu'on vit à l'intérieur d'une entreprise. Et en fait, il y a tellement de problèmes au sein de l'entreprise qu'il suffirait juste de faire un peu ce qu'on a fait là, de soulever quelques cailloux et de pointer des choses. Je pense que ça peut être vraiment une première porte, ou le pied dans la porte, de pouvoir peut-être se rendre compte pour soit des chefs d'entreprise qui ont des problèmes aujourd'hui à l'intérieur et qui n'arrivent pas à comprendre ça, en fait c'est aussi simple et à la fois aussi compliqué. Et ça demande de la constance et ça demande de la vérité, d'être en phase, ça demande aussi de l'humilité de chez chacun d'entre nous pour pouvoir identifier tous ces problèmes, toutes ces solutions et d'être constant dans avancer. Peut-être, est-ce que tu avais un dernier mot pour conclure un peu tout ça et peut-être nous parler justement sur si quelqu'un veut se rapprocher de tes services, de ce que tu fais, d'en savoir plus un peu sur ce qu'on a dit. On peut déjà me trouver sur LinkedIn, le réseau professionnel. Ce que je voudrais surtout dire par rapport à ce qu'on a dit, c'est que, et c'est ce que j'aime faire dans mon métier, et c'est pour ça que j'aime accompagner les entreprises, c'est que j'aide l'humain à trouver un travail. Un travail dans lequel il va pouvoir s'épanouir. Et pourquoi je l'aide ? Je l'aide grâce aux chefs d'entreprise. Parce que comme les chefs d'entreprise me font confiance sur la manière de recruter, plus on identifie correctement quelqu'un, plus on a de chances de pouvoir se développer. Et pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on a parlé du CV. Le CV va donner les diplômes. Mais je fais partie des gens, alors je suis un économiste, mais je fais partie des gens qui n'ont pas vraiment aimé j'ai pas vraiment aimé mes études. La preuve, c'est que je ne suis pas dans les congrès d'économistes et ainsi de suite. Je suis plus dans les ressources humaines. Et souvent, quand on parle des ressources humaines, c'est plus de l'administration, c'est des contrats, c'est de la paye. Alors que la ressource humaine, c'est de l'humain. Et donc, effectivement, les coachs dans le monde de l'entreprise sont apparus parce que cette entreprise ne fonctionnait plus, parce que les générations ne sont pas les mêmes, parce que nos parents, nos grands-parents ne voyaient pas le travail de la même manière qu'aujourd'hui. La nouvelle génération, elle arrive, elle a besoin de se mélanger avec les anciennes générations et vice-versa. Et là, on va pouvoir les aider par des outils comme l'énéagramme dont on a parlé et d'autres choses, mais surtout par le fait de pouvoir échanger ensemble et en comprenant que même si on a des difficultés, même si je ne comprends pas l'autre, même s'il m'énerve, il y a une utilité là-dedans. Il y a quelque chose qu'on peut ressortir qui va permettre à l'entreprise de pouvoir se développer, de pouvoir grandir. Et Walter, comme beaucoup de chefs d'entreprise que j'accompagne, mais si je reviens ici sur TWV, c'est une entreprise qui engage partout. La différence de Walter par rapport aux autres, c'est que Walter, comme il l'a dit, il me fait interviewer tout le monde, même la personne qui va travailler dans le stock. Parce que pour lui, chaque personne qui rentre dans cette entreprise est importante. Chaque personne, il se dit chaque fois que la personne qui rentre peut-être comme préparateur de commandes, par exemple, mais peut aller bien plus loin que ça. Ça peut devenir un futur manager. Ça peut être quelqu'un qui va se révéler, qui va lui permettre de grandir dans un projet différent. Il a rencontré au travers de 10 ans des personnes qui lui ont proposé divers projets variés. On sait que le Covid a fait mal à tout le monde dans les projets. Mais cependant, il a réalisé plein de projets et il y a plein de projets qui lui ont été proposés qu'il n'a pas réalisés. En définitive, tous ces projets ne peuvent être réalisés que si on est bien accompagné et si on est bien entouré. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Peut-être une dernière conseil, si quelqu'un veut commencer à s'interroger, se questionner, quel serait le conseil que tu donnerais pour ouvrir cette porte ? Quelle serait la première question ou quelque chose comme ça pour commencer ce chemin vers un peu tout ce qu'on a parlé aujourd'hui à quelqu'un qui pourrait nous écouter aujourd'hui ? C'est-à-dire, c'est sortir du conditionnement, c'est se déconditionner. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'intéresser à tout, sauf véritablement à soi-même, si je force le trait. Or,
ce qu'il y a de plus important, c'est nous. C'est le soi. Donc, on a parlé de personnes qui vont chercher l'excellence. Les personnes qui vont chercher de l'excellence, c'est des personnes qui vont fournir un effort plus grand. Si je fournis un effort plus grand pour savoir qui je suis, forcément, je vais avoir un retour. Je vais mieux évoluer dans ma vie, je vais grandir en amour-propre, en confiance en moi, et tous les chefs d'entreprise ont intérêt à recruter des gens qui ont une certaine confiance en eux, parce qu'ils vont pouvoir délivrer plus vite, ils vont pouvoir apporter à l'équipe. Et ici, on a les deux schémas, c'est-à-dire que dans le recrutement, on cherche des personnes qui ont une certaine confiance en eux, mais on cherche aussi des personnes qui n'ont pas encore confiance en eux. Mais on va les aider. Et c'est là où je remercie tous ces chefs d'entreprise qui font appel à moi, où je peux les aider. Ça donne beaucoup de sens à ma vie, de pouvoir aider l'humain dans sa difficulté, de trouver son amour-propre, de trouver sa confiance, de pouvoir se réaliser dans un boulot où il passe 2/3 de sa vie. Écoute, encore merci pour ta présence. Merci Marie aussi d'avoir témoigné. Walter, c'est toujours un plaisir. Merci. Merci à tous et à très bientôt. Merci. À bientôt. It's time for the TWV quiz. Are you ready? Let's see. C'est l'heure du quiz TWV et avec nous pour jouer et tenter de repartir avec un cadeau, Kevin Stevenard de la société Transport Stevenard. Kevin, bienvenue et merci de ta participation. Merci. Alors avant de commencer, Walter, qu'a-t-on à gagner aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a gagné un truck wash, donc un lavage complet d'un ensemble routier, au choix, avec le lavage du châssis et les jantes, qui est un supplément de service. Mais voilà, en fait, c'est l'intégrale, tranquille. Un nettoyage haut de gamme, intérieur-extérieur complet et professionnel de votre camion à la station TWV, vous permettant de repartir et prendre la route dans des bonnes conditions. Kevin, est-ce que tu es prêt ? Prêt. Une question à valider sur les 3 avec une bonne réponse et tu repars avec le cadeau. Sans plus attendre, c'est parti. Première question, go. Quel était le principal avantage des camions européens équipés de moteurs turbo dans les années 80-90 ? Une meilleure consommation de carburant, une vitesse maximale plus élevée ou une meilleure performance en montagne ? Meilleure consommation de carburant, vitesse maximale plus élevée ou performance en montagne ? Performance en montagne. Walter, qu'est-ce que tu aurais dit là-dessus ? J'aurais dit la même chose. C'est en effet la bonne réponse. Les moteurs turbo ont permis aux camions de maintenir une puissance constante, même à des altitudes élevées, où l'air est plus mince et les moteurs atmosphériques traditionnels perdaient de leur efficacité. Cela signifiait que les camions équipés de moteurs turbo pouvaient grimper les pentes des montagnes avec plus de facilité et à des vitesses plus constantes, ce qui réduisait les temps de trajet et améliorer l'efficacité globale du transport. Félicitations Kevin, tu as déjà gagné le truck wash. On joue maintenant pour le bonus et pour montrer que tes capacités et tes connaissances de transport sont irréprochables. Est-ce qu'on est prêt pour la deuxième question ? Oui. Ouais, allez, c'est parti, go ! Quel constructeur de camions européen a été le premier à introduire une cabine avec couchette dans les années 80 ? Volvo Truck, Mercedes-Benz ou Scania ? Volvo, Mercedes ou Scania ? Volvo. Volvo, Walter ? Mercedes. Tu aurais dit Mercedes, tu as dit Volvo, on prendra la réponse de Kevin et... Incorrect answer. Et oui, Mercedes-Benz a été le premier constructeur de camions européen à proposer une cabine avec couchette intégrée dans leur modèle, offrant ainsi aux conducteurs la possibilité de se reposer et de dormir pendant leur trajet longue distance. Cette innovation a révolutionné l'industrie du transport routier en Europe, améliorant le bien-être des conducteurs et leur permettant de conduire de manière plus sûre et plus efficace, bien sûr tout en respectant les réglementations sur les temps de conduite et de repos. 1 sur 2, Kevin. De toute façon, la gagne est validée. C'est cool, bravo à lui. Monsieur le président du groupe TW, vous êtes à 2 sur 2. Je vous félicite. Ah vraiment ? Bravo. Donc moi j'ai gagné un lavage aussi alors. Un lavage. Super. Truck wash ou personnel ? Bon, enfin en rentable. C'est bon. Attention, dernière question, c'est parti.
Quelle était la principale raison de l'introduction des camions équipés de freins à disque dans les années 2000 en Europe ? La diminution des coûts de maintenance, une meilleure efficacité de freinage ou une réduction des émissions polluantes ? Coûts de maintenance, efficacité de freinage, émissions polluantes. Efficacité de freinage. Efficacité de freinage. Efficacité de freinage. Et mes chers amis, That is the correct answer. c'est la célébration. Félicitations à toi, Kevin, c'est gagné. En effet, les freins à disque offrent une capacité de freinage supérieure par rapport aux freins à tambour traditionnels, ce qui permet un arrêt plus rapide et plus sûr des véhicules lourds, notamment lorsqu'ils transportaient des charges importantes ou qu'ils circulent sur les routes pentues. Cette amélioration de la sécurité routière a été un facteur clé dans l'adoption généralisée des freins à disque dans l'industrie du transport routier européen. Bien que la diminution des coûts de maintenance puisse être un avantage supplémentaire à long terme, l'objectif principal de cette innovation était d'assurer une meilleure sécurité sur les routes. Walter, je sais qu'on a discuté par rapport à ce changement un peu de technologie. Tu as connu, toi, quand tu commençais à conduire en tant que chauffeur, les freins à tambour. Est-ce que tu peux nous parler un peu des dangers qu'ils représentaient et puis ce qui a marqué cette évolution ? Mais écoute, le frein à tambour, comme ceux qui l'ont connu, avait son efficacité, mais elle était assez limitée, notamment dans les parcours accidentés comme la montagne, puisqu'il emmagasinait beaucoup trop de chaleur, ce qui fait qu'en fait, on avait des coefficients de frottement qui étaient réduits très très vite. Et il arrivait très fréquemment, malheureusement, d'avoir des graves accidents par réchauffement des freins, voire même on voyait des camions en feu en bas du Turin, du tunnel, etc. On a vu beaucoup de graves accidents. Et surtout, c'était assez lourd aussi, parce qu'à l'installation d'un tambour sur toutes les roues, ça faisait beaucoup de poids. Donc l'arrivée des disques de frein et des plaquettes de frein ont allégé considérablement les véhicules. C'est ce qu'on recherchait aussi pour la charge utile des marchandises. Et en efficacité, c'est redoutable. Donc oui, ça assure une vraie sécurité aujourd'hui. Il n'y a plus la gestion comme autrefois. Cette élévation de température sur les freins des conducteurs, ils ont plus cette notion-là en fait à gérer, quoi. C'est vraiment aujourd'hui, c'est typiquement comme une voiture. Kevin, est-ce que c'est une technologie, j'imagine que tu n'as peut-être pas eu le temps, les freins tambour, toi, transporteur Non, j'ai pas connu du tout. Non. Jamais connu. Est-ce que les anciens t'en avaient parlé un peu avant ? Non. Non plus. Toi, tu as eu la chance de découvrir tout de suite le disque et ça a fonctionné. Ouais, disque normal. Bah écoute, j'ai envie de mettre ce petit jingle pour célébrer ta victoire et t'annoncer que tu as officiellement gagné un truck wash au parc TWV sur le site de La Bourse que tu pourras venir utiliser dès demain. Félicitations à toi, merci de ta participation et à très bientôt. À bientôt. À bientôt.